pas. Under the sea, nobody beat us, fry us, and eat us, Bonjour, alors aujourd'hui on va parler des récifs de corail. Pour commencer, je vais vous parler de où sont situés ces récifs. En premier, il est important de savoir qu'il existe deux types de récifs en fait. Et il y en a un qu'on a découvert très récemment, qu'on appelle les coraux abyssaux. Et ils sont situés dans les eaux froides. Et justement, on ne savait pas qu'ils existaient avant parce que à cause des technologies qui n'étaient pas très développées. Et maintenant, puisqu'on est capable d'aller plus profond dans l'eau, on a découvert ces nouveaux récifs. Alors, ces récifs d'eau froide ou coraux abyssaux sont situés en Norvège, en Floride, au nord de l'Atlantique et dans l'Afrique de l'Ouest, ici. Et les récifs d'eau chaude qu'on connaît depuis plus longtemps sont situés en Australie, au Belize, en Nouvelle-Calédonie et en Floride. Nous, pendant la présentation, on va vous parler plus des récifs d'eau chaude, ceux qu'on connaît mieux. Alors, pour les facteurs abiotiques des récifs d'eau chaude, ces récifs sont situés dans des zones euphoriques stables. Alors, une zone euphorique, c'est une zone où il y a beaucoup de lumière. Puisque les coraux sont situés, ils ne sont pas en profondeur, il y a beaucoup de lumière qui peut passer et les coraux peuvent faire de la photosynthèse. Alors ça, c'est une zone euphotique. Ils sont aussi situés dans des eaux très limpides où il y a un taux de dioxygène élevé et un très faible apport en eau douce et en nutriments. Ça, ces conditions-là, c'est pas vraiment pour les poissons ou les autres organismes, mais c'est beaucoup pour les coraux qui sont très fragiles. Aussi, ils sont situés dans des zones où la température est plutôt chaude, entre 20 et 30 degrés Celsius. Et les coraux peuvent être situés jusqu'à une profondeur de 120 mètres. Finalement, les coraux sont situés sur des zones de substrat solide pour qu'ils puissent s'agripper. Et sur cette photo, c'est des îles qui sont formées. Et ça, c'est créé par les coraux, justement, quand ils meurent, ils créent du carbonate de calcium. Et ce carbonate s'accumule jusqu'à former des îles. Et qu'on peut voir sur cette photo. Et rapidement, juste pour vous parler un peu des récifs d'eau froide, puisque c'est intéressant, eux, ils sont situés, ils peuvent aller dans une profondeur jusqu'à 700 mètres, et où la température, donc par conséquent, puisque le soleil ne peut pas passer, ou la lumière, il fait plus froid, donc il peut faire jusqu'à 4 degrés Celsius. Et justement, on n'en connaît pas beaucoup sur ces récifs, mais on a une théorie sur leur existence. Alors, comment ils survivent, en fait, et c'est la théorie hydraulique. Alors, la présence de ces récifs s'expliquerait par celle des planchers océaniques qui leur apporteraient des nutriments, surtout du méthane. Donc, ils apporteraient des nutriments à ces coraux. Finalement, juste un autre fait intéressant, c'est ce récif-là a été découvert il n'y a pas longtemps, ce corail-là, et c'est Madrepora oculata. Il peut vivre jusqu'à 2020 mètres de profondeur, donc où il n'y a pas du tout de lumière. Et voilà, c'est ça. Alors maintenant, on va vous parler des consommateurs et des producteurs. Pour commencer avec les producteurs, donc le corail est une colonie animale qui construit des édifices aux morphologies variées. Une association symbiotique entre le polype corallien et les algues chlorophyllées microscopiques fournissent aux polypes environ 80% des apports nutritionnels que le milieu océanique ne lui offre pas. Et tout cela par la photosynthèse. Cette association fait du corail un producteur initial de matières organiques nécessaires aux chaînes alimentaires et un constructeur de supports et d'abris pour toute une faune associée. Par contre, dans cet écosystème, l'algue molle vient en concurrence, car il bénéficie d'une vitesse de colonisation de l'espace disponible plus rapide que le corail. Cependant, ce dernier a l'avantage de l'antériorité en tant qu'élément pionnier et bâtisseur du récif corallien. Un équilibre s'instaure, mais ce qui peut favoriser le développement
de l'algue peut défavoriser celui du corail. Dans ce contexte, les espèces constituant le maillon biologique consommateur de l'algue limite la prolifération du végétal et favorise la pousse du corail. Donc, les consommateurs primaires et secondaires qui régularisent l'écosystème corallien. Excusez-nous pour l'interruption. Donc, les consommateurs qui régularisent l'écosystème corallien sont les consommateurs primaires, comme les omnivores et les herbivores, qui sont les poissons et les mollusques, et les carnivores et les piscivores, qui sont les grands poissons mollusques, comme les pieuvres et la conque. Okay. Moi, je vais vous parler... je vais vous parler des adaptations qui se passent dans les récifs de corail. Donc, une d'entre elles, c'est avec les poissons clowns et les anémones. Et, c'est ça. Donc, c'est une adaptation comportementale puis morphologique en même temps. Donc, dans le fond, c'est que les tentacules des anémones de mer, ils sécrètent des substances urticantes qui vont empoisonner les poissons qui vont se frotter. C'est comme ça qu'elle va pouvoir se nourrir. Parce qu'en les empoisonnant, ils vont tomber à l'intérieur de l'anémone puis elle va pouvoir se nourrir de ça. Mais dans le fond, le poisson clown, c'est un des seuls poissons qui est capable de survivre à ça parce que tout son corps est recouvert de mucus, puis ça empêche les substances urticantes de l'attaquer. Puis en faisant ça, c'est ça qui est capable de s'introduire à l'intérieur de l'anémone de mer. Puis ils vont avoir une relation dans les deux sens avec eux parce que le poisson clown va manger les tentacules mortes puis les résidus de poisson à l'intérieur de l'anémone de mer. Puis il va enlever les tissus, puis ça va permettre à l'anémone de mer de continuer de se développer. Puis l'anémone de mer va laisser le poisson clown vivre à l'intérieur de lui, puis faire sa maison intérieure. Puis ça va aussi protéger le poisson clown de ses autres prédateurs. C'est une relation dans le sens. Il va aussi avoir pour le poisson clown, lui, il va avoir une adaptation morphologique. Dans le fond, c'est que la bouche des poissons clowns va évoluer avec le temps. Il y a eu une forme particulière qui a été tirée vers le long. Puis au bout de son bec, il va avoir une très petite bouche. Puis, sa bouche va être faite sur le long, puis elle va être armée de petites dents. Puis que quand les deux vont être ensemble, ça va créer des espèces de pinces qui vont capturer la nourriture. Puis, parce que ça, il en avait besoin pour son alimentation, parce que le poisson clown, le poisson papillon se nourrit principalement de polypes ou des petits invertébrés. Puis les polypes, c'est des organismes mous qui mesurent seulement quelques millimètres, puis qui se retrouvent cachés dans les corails. Donc, il faut aller les chercher. Les poissons papillons doivent s'introduire dans les coraux puis aller les chercher le plus loin possible. Donc, c'est ça. Puis ensuite, pour la rascasse volante a plusieurs adaptations en elle-même. Elle en a pour se nourrir et pour se défendre. Donc, il y a une adaptation morphologique, encore une fois, une physiologique. Dans le fond, c'est que pour se nourrir, elle a une très grande bouche. La rascasse volante a une très grande bouche, puis elle est armée de plein de petites dents qui vont former une espèce de prison intérieure. Quand les deux vont être ensemble, ça va former une affaire comme ça, qui vont empêcher les poissons de ressortir de sa bouche. Parce qu'étant donné que la rascasse volante est de pas mal la même couleur que les coraux, elle va rester immobile pendant de longues périodes de temps. Puis elle va se rendre invisible par rapport aux coraux parce qu'ils se marient très bien avec son environnement. Donc les poissons vont penser que c'est un corail. Puis ils vont passer autour, puis elle va les capturer dans leur bouche, puis elle va les garder comme en prison. Puis elle va aller se cacher dans une grotte sous-marine. Puis c'est à cet endroit-là qu'elle va les libérer, puis elle va les manger parce que la rascasse ne va jamais courir après une proie. Puis, une autre des adaptations, c'est que la rascasse volante, sur tout son corps, il va avoir des épines venimeuses qui sont très dures, puis qui sont remplies, qui sont venimeuses en fait, qui ont du poison à l'intérieur d'eux. Puis, il est hérissé, ils sont remplis de muscles, donc ils peuvent s'hérisser lorsque la rascasse ressent le danger, puis ils retombent lorsqu'il n'y a pas de danger. Dans le fond, c'est pour se protéger des prédateurs. C'est une arme purement défensive qui ne va jamais s'en servir pour tuer ses proies.
Puis les piqûres qui peuvent produire la rascasse peuvent causer des effets de maux de tête, de fièvre, de nausées, de difficultés respiratoires, des problèmes cardiaques, qui peuvent causer jusqu'à la mort de l'organisme. Puis ces symptômes-là vont laisser le temps nécessaire à la rascasse de s'enfuir de son prédateur. Les principales victimes de tous les consommateurs. Donc, les impacts des humains, les perturbations que les humains vont causer sur l'écosystème de l'océan des corail. Donc, ils vont faire la surpêche, l'urbanisation des côtes, la navigation maritime, la pollution et le réchauffement climatique, mais je veux sûrement vous en parler des plus importants. Donc, la surpêche, en fond, c'est qu'il va y avoir plusieurs types de pêche. Il va y avoir la pêche aux explosifs et aux cyanures, la surpêche des prédateurs, le commerce des coraux, puis les plongeurs sous-marins. Dans le fond, la pêche aux explosifs et aux cyanures, c'est que les pêcheurs, pour aller chercher les poissons qu'il y a dans les coraux, quand ils vont par eux-mêmes, les poissons ont tellement peur qu'ils vont se cacher. Donc, pour les sortir, ils vont les pêcher, ils vont lancer des explosifs à la surface de l'eau qui vont exploser. Puis les ondes de choc vont perturber l'écosystème, puis ça va tuer les animaux, les poissons sur le coup. Puis ils vont remonter à la surface, puis c'est comme ça que les pêcheurs vont pouvoir aller les récupérer. Mais ces ondes de choc-là, non seulement ça tue une très grande quantité de poissons, mais ça tue souvent les mêmes espèces de poissons qui sont les plus faibles à ces ondes de choc-là. Puis ça va aussi détruire les coraux à l'intérieur parce qu'ils sont fragiles aux ondes de choc. Puis ils vont aussi relâcher du cyanure dans l'eau. Puis le cyanure, ils vont déverser ça proche des récifs. Puis ça, pour capturer les organismes vivants, comme ça va les tuer, ça va remonter vers la surface. Puis ils vont pouvoir les récupérer encore une fois. Mais quand on sait que seulement quelques milligrammes de cyanure sont nécessaires pour causer des dégâts, donc il en déverse des grandes quantités, ça tue énormément à la fois. Il va aussi avoir la surpêche des prédateurs, en fond. C'est que les pêcheurs vont tuer les plus gros poissons pour récolter le plus de nourriture possible. Mentant les plus gros poissons, ils vont tuer tous les prédateurs de premier degré, comme, admettons, les requins ici, qu'on tue énormément pour leurs ailerons. Donc, ils vont les pêcher pour grande quantité. Donc, étant donné qu'il y en a moins, les prédateurs de second degré qui mangent les poissons herbivores, eux vont se retrouver en plus grand nombre, étant donné qu'ils sont moins chassés. Donc, ils vont manger encore plus de poissons herbivores, mais en mangeant plus de poissons herbivores, ils vont en manquer. Les poissons herbivores ont quand même une grande importance dans l'écosystème, parce qu'ils vont manger les algues qui vont submerger. Wow! Non, mais Lise, c'est pas nice! jusqu'au temps stable. Puis qui vont manger les algues qui vont se recevoir sur les jeunes coraux. Puis s'ils sont pas là pour les manger, ça va les. Il y a un impact. Ils vont engloutir les corails, puis ils ne seront pas capables de se développer plus. Il va aussi avoir les plongeurs, puis le commerce des coraux. En fond, c'est qu'on va vider tranquillement avec le temps, plus qu'on y va, on va vider le fond de mer des coraux, le fond des eaux des coraux. Puis ça va détruire les chaînes alimentaires et l'écosystème en place. Puis ça va chambouler les niveaux de trafic. Donc, certains vont être débalancés, puis certains organismes vont survivre et d'autres non. Puis, comme quand on va aller pêcher là, c'est qu'on va pas enlever quelques coraux à la fois, c'est qu'on va en retirer plusieurs centaines à la fois. Puis, souvent, ça va être les mêmes, ça. Puis puis on va surtout aller les pêcher pour emmener un apport de nourriture supplémentaire pour les humains. Puis on va aussi les retirer pour les poissons exotiques qu'on va aller récolter. Ils vont avoir besoin des animaux, de tous les coraux qui se retrouvent dans leur habitat naturel pour survivre en captivité. Puis la plongée sous-marine puis l'écotourisme, ça va créer un grand stress sur les organismes et récifs des coraux parce qu'ils ne sont pas nécessairement habitués à des présences inconnues comme ça. Donc ça va créer des grands stress puis certains d'entre eux seront peut-être pas capables de supporter ce stress-là. Puis, étant donné que c'est très fragile des coraux, puis qu'il y a des humains qui vont passer là-dedans, ils ne font pas nécessairement toute attention, puis ça détruit les coraux puis l'écosystème. Ensuite, donc, il y a l'impact de l'activité humaine sur les zones interstitielles. Donc, maintenant, la pollution et le réchauffement climatique, c'est que la pollution, le réchauffement climatique va amener une augmentation
de la température de l'eau. Les coraux ne sont pas capables de supporter cette augmentation-là parce qu'ils vivent dans un environnement très stable. Donc, en augmentant la température, on ne pense pas les coraux nécessairement morts, mais c'est les mini-algues qui se retrouvent sur les coraux qui vont mourir. Puis c'est ça qui colore les coraux. Donc, ils vont mourir, puis en mourant, ça va créer le blanchiment des corails. Puis à partir de là, ils vont mourir, les corails, étant donné qu'ils ne peuvent plus se nourrir des algues. Puis ils vont se transformer en squelettes calcaires qu'on peut voir ici. Il va aussi avoir la pollution, l'émission des gaz à effet de serre qui va créer l'acidification des océans. Puis encore une fois, les mini-algues, les micro-algues, en fait, ne seront pas capables de les tolérer. Puis ça va encore détruire les coraux puis créer leur blanchiment. Ça va détruire les récifs de corail. Donc, merci de nous avoir écoutés.